bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour BBC Hebdo, comme chaque dimanche. Je vous invite à revivre ensemble les temps forts de la semaine qui s'est écoulée. Au Burundi, depuis 2 semaines très exactement, la capitale est le théâtre de manifestations contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Une vingtaine de personnes ont été tuées lors d'affrontements à Bujumbura et des manifestants en colère ont attaqué jeudi des miliciens présumés du pouvoir. Olivier Weber. Une chasse à l'homme dans les rues de Bujumbura. Dans le quartier de Cibitoke, une centaine de jeunes armés de pierres et de bâtons poursuivent un homme accusé d'être un Imbonerakure, un militant du parti au pouvoir. Les adversaires du pouvoir accusent les Imbonerakure d'exécuter les basses œuvres du parti présidentiel. L'individu parvient à se réfugier dans un conduit de drainage. Les militaires finissent par intervenir pour lui sauver la vie. Un autre militant présumé n'a pas eu cette chance. Cette fois, l'armée est arrivée trop tard. Plus loin, une ambulance transporte les corps de manifestants blessés ou tués. C'est un policier qui l'a abattu. Il portait un uniforme de police. Au 11e jour de la contestation, le président Pierre Nkurunziza est apparu à la télévision. Il a réaffirmé qu'il briguerait un 3e mandat le 26 juin. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller aux élections, dit-il, mais il promet que ce sera son dernier mandat. La pression internationale s'accroît néanmoins sur le parti au pouvoir. Selon la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, l'environnement n'est pas propice à la tenue d'élections au Burundi. La tension ne retombe donc pas malgré l'offre du gouvernement de libérer les manifestants interpellés et les risques d'escalade sont réels. Envoyé spécial à Bujumbura, Maud Julien. La famille derrière moi est en deuil. Ils viennent de nous montrer le corps d'un homme de 28 ans qui a été, selon eux, attaqué ce matin par des jeunes proches du parti au pouvoir. Il serait, selon les habitants de ce quartier, rentré ce matin ici avec des grenades qu'ils auraient lancées au hasard. D'après les gens ici, ces jeunes cherchent à s'en prendre au quartier où il y a eu des manifestations contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Quelques heures après l'attaque ce matin, des manifestants s'en sont pris à un jeune qu'ils soupçonnent d'être derrière cette attaque à la grenade. On nous raconte que ce jeune aurait été lynché il y a quelques heures. Alors c'est pas la première fois qu'on entend parler d'attaques à caractère politique par des civils armés dans des quartiers où les manifestations ont eu lieu, mais c'est la première fois qu'on nous rapporte des informations aussi spécifiques et les gens ici craignent que la violence continue et qu'on entre dans un cycle de vengeance. Face à la pression internationale croissante, le gouvernement burundais a entamé des discussions informelles avec l'opposition. Mercredi, le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés s'est dit extrêmement inquiet de la crise politique au Burundi. Antonio Guterres a constaté que plus de 30 000 personnes ont déjà fui dans les pays voisins depuis le début de la contestation. 7 000 d'entre eux sont arrivés au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, leur a rendu visite et il s'est dit préoccupé. C'est une chose de savoir pourquoi ils sont ici, parce que c'est très dur pour quelqu'un de quitter le pays. On a des familles qui sont mortes dans le chemin entre le Burundi et ici. C'est un sort très dur pour les réfugiés. Deuxièmement, nous avons des collègues ici, le HCR, qui travaillent avec eux pour avoir peut-être un cantonnement, mais peut-être aussi une solution au dehors d'un cantonnement, de vivre parmi la population dans les familles. Dans le reste de l'actualité, signalons aussi que le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale débutera le 10 novembre. C'est ce qu'a annoncé jeudi la CPI. Laurent Gbagbo, actuellement détenu à l'AS, sera jugé pour crime contre l'humanité. Il comparaîtra aux côtés de l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Direction le Nigeria. Après plusieurs jours de voyage, les 300 otages de la forêt de Sambisa sont arrivés dans le camp de Yola. Ces femmes et enfants ont été libérés il y a quelques jours des mains de Boko Haram par l'armée nigériane. Aujourd'hui, ils racontent leur calvaire. Des images tournées par l'aviation nigériane, elles semblent montrer des combattants de Boko Haram en fuite face aux bombardements aériens.
On y voit aussi, selon l'armée, des femmes et des enfants qui échappent à leurs ravisseurs. La BBC n'a pas pu vérifier indépendamment ces images. L'armée nigériane dit avoir détruit une dizaine de camps djihadistes dans la forêt de Sambisa et libéré près de 700 femmes et enfants en une semaine. Ces otages ont été transportés par camion vers un camp de déplacés à Yola, à 3 jours de route. Elles sont traumatisées, sous-alimentées et parfois très malades. Certaines commencent à raconter leur calvaire. J'étais au marché quand ils m'ont capturée avec mon mari. Ils nous ont emmenés en brousse. Quand ils ont vu que j'étais enceinte, ils ont dit que j'avais été fécondée par un infidèle. Et ils ont tué mon mari. Ils m'ont dit qu'une semaine après la naissance du bébé, je serais mariée à leur commandant. J'ai accouché pendant la nuit. Et le lendemain, les soldats nous ont libérés. Les femmes et les enfants libérés doivent désormais être identifiés. A priori, il ne s'agit pas des 300 jeunes filles enlevées à Chibok il y a 1 an. L'armée nigériane, soutenue par les pays voisins, reprend du territoire à Boko Haram. Selon Amnesty International, le groupe a kidnappé plus de 2000 femmes et filles en 1 an et demi. Nombre d'entre elles n'ont pas retrouvé la liberté. Après le Kenya, John Kerry s'est rendu mardi en Somalie. En 20 ans, il est le premier diplomate américain à visiter ce pays. Le secrétaire d'État américain a rencontré le président Hassan Sheikh Mohamud et d'autres personnalités du gouvernement. John Kerry a déclaré qu'il y avait de grands espoirs pour la Somalie, malgré aussi quelques préoccupations comme la menace des Chebabs. Un nouveau drame de l'immigration a été évité de justesse. Un navire militaire britannique a participé jeudi au sauvetage d'une centaine de migrants embarqués sur un canot pneumatique en perdition au large de la Libye. En Méditerranée, les drames sont quotidiens. De nouvelles images qui nous sont parvenues montrent un moment de panique sur une embarcation de fortune. Une lutte désespérée pour ne pas mourir noyé en Méditerranée. Ces images ont été filmées par l'équipage d'un navire commercial qui est venu en aide aux migrants d'Afrique subsaharienne. Ils tentent de monter à bord, mais certains sont pris de panique et tombent à l'eau. L'équipage du navire leur jette des gilets de sauvetage. Certains migrants improvisent des bouées avec des bidons de carburant. Au moins 5 d'entre eux auraient péri. 40 autres sont morts lors d'un autre incident cette semaine. Cela porte le bilan à plus de 1700 morts en 2015, 17 fois plus qu'à la même période l'an dernier. Un commerce de la mort florissant pour les trafiquants libyens de migrants. En Grande-Bretagne, les conservateurs ont arraché une victoire surprise aux législatives. Le Premier ministre David Cameron reste au numéro 10 Downing Street. L'immigration était l'un des principaux thèmes de la campagne. Certains Britanniques d'origine étrangère ont voté pour la première fois. Voici ce qu'ils attendent du nouveau gouvernement. Ce que j'attends des politiciens, c'est une nouvelle perspective sur la place des immigrés dans notre société. Je vis dans ce pays depuis plus de 10 ans et je suis témoin de l'effet positif de l'immigration pour la société britannique. Nous faisons partie de cette société. Il n'y a pas assez d'écoles, les bons établissements ne sont pas assez développés et les élèves ne sont pas encouragés à se surpasser. Nous avons déménagé et nous sommes restés 2 ans sur la liste d'attente. Je veux que les politiciens construisent de nouvelles écoles. Pourquoi devrais-je retourner au Nigeria pour mettre en pratique ce que j'ai appris au Royaume-Uni? Je veux que les partis politiques nous prennent en considération et j'aimerais que les visas post-études soient réintroduits. Nous avons besoin de logements plus abordables. Nous ne sommes pas responsables de la crise économique. Pourtant, nous en subissons les conséquences.
À cause de ma maladie, je dois prendre 3 médicaments par mois. En Angleterre, je paie 24 livres. Au Pays de Galles, c'est gratuit. En Angleterre, l'attente est longue, alors qu'au Pays de Galles, en moins d'une semaine, j'ai été reçu par un médecin. Les Nations Unies ont annoncé vendredi n'avoir reçu qu'une infime partie des fonds d'urgence pour les victimes du séisme survenu au Népal et qui a fait plus de 7000 victimes. Et le bilan pourrait s'alourdir. Rien qu'à Langtang, une destination très appréciée des randonneurs, plus de 300 corps ont été retrouvés. Une avalanche provoquée par le séisme a complètement détruit le village. Lamine Nouridine Konkobo. Langtang était considérée comme l'une des plus belles vallées de l'Himalaya. C'est aujourd'hui une scène d'horreur presque indescriptible. Le correspondant de la BBC est en mission de reconnaissance avec 2 Gurkhas, des soldats népalais, vers l'un des villages les plus touchés. Ils atterrissent dans une localité toute proche, au-dessus de la vallée. Ici, il y a beaucoup de dégâts, mais ce n'est rien comparé à ce qu'ils vont voir ensuite. Le village de Langtang était l'une des destinations de randonnée les plus populaires au Népal et le foyer de 435 personnes. Mais aujourd'hui, il ne reste pratiquement rien. Le tremblement de terre a provoqué une terrible avalanche et un glissement de terrain. C'est difficile à croire, mais 55 hôtels et maisons d'hôtes, ainsi que les habitations des villageois, ont disparu sous cette grande langue de glace et de roche. Il ne reste plus qu'une maison. Nous avons tout perdu, nous dit cet homme. J'ai perdu ma mère et mes frères. Tous les villageois ont perdu des membres de leur famille et il ne nous reste plus rien. 52 corps reposent ici et selon les équipes de secours, au cours des prochaines semaines, ils pourraient en retrouver d'autres. L'union fait la force et c'est un adage que les fourmis de feu appliquent au quotidien. Ces insectes minuscules peuvent déplacer des objets qui font plusieurs fois leur taille. Des scientifiques américains ont passé des heures à les observer et en se basant sur ces fourmis, ils ont conçu une colonie de robots qui peut être très utile lors d'un séisme par exemple. Ata Aridi Aribla. Ils ne ressemblent pas vraiment à des insectes, mais ce essaim de petits robots a été conçu sur la base d'une colonie de fourmis. Chaque individu seul ne peut faire grand-chose, mais comme une équipe, ils peuvent déplacer un objet aussi grand qu'une machine. Pour le moment, ici à Sheffield, nous explorons la manière d'organiser une très grande flotte de ce genre de robots. Mais la prochaine étape serait d'augmenter leur capacité de manipulation comme les fourmis et nous pourrons ensuite les utiliser dans des situations pratiques comme la recherche et le sauvetage. Voilà pourquoi les scientifiques étudient les capacités dans l'essaim de fourmis de feu. Cette espèce est originaire d'Amérique du Sud, mais ils ont envahi le sol des États-Unis, de la Chine et de l'Australie. Et pour en savoir plus sur leurs secrets, une équipe de chercheurs de l'Institut de technologie de Géorgie s'est lancée un défi. Ils ont filmé et enregistré le temps que les fourmis mettent à faire sortir différents types de sols, comme de la poudre fine ou des graines. Les infatigables fourmis creusent partout. Ils ramènent de grosses graines dans leurs mâchoires jusqu'au bout du tunnel. La surprise a été telle que les insectes changent de stratégie lorsqu'ils creusent dans le sable plus fin, en les comprimant de telle sorte qu'ils puissent le manipuler et le transporter. Tout en révélant le secret de la réussite de ces fourmis envahissantes, les scientifiques affirment que l'étude des capacités de travail et de construire peut contribuer au développement des essaims de robots qui peuvent être utilisés dans des opérations de secours après une catastrophe. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Et c'est la fin de ce journal. Avec toute l'équipe qui l'a réalisé, je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.